Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Imboleder et vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on va parler de cet objectif, hein, hop, ici, le 15-35 f2.8. Attendez, je sais que vous le voyez bien, voilà. Le 15-35 f2.8 de chez Canon, hein, qui est, donc je vous l'ai dit, hein, dans mes vidéos, vraiment, c'est une des raisons qui m'a fait aller, hein, chez Canon, chez le plein format Canon, chez le R6, c'est ben, sa sélection d'objectifs, et en particulier, celui qui m'avait attiré dès sa sortie, c'est vraiment ce 15-35 f2.8. Et pourquoi? Parce que je vous le redis, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais à cause de ça, d'accord. Cet objectif 15-35, pas 16-35, 15-35 f2.8 avec cet encombrement est stabilisé, il a l'OIS. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi un peu un game changer, hein, franchement, par rapport à tout ce que j'ai pu connaître avant, en particulier chez Sony, hein, j'avais le 16-35 GM. Voilà, avoir quelque chose qui est stabilisé, pour moi, ça change vraiment toute la donne, et on va voir dans ce test, qu'est-ce qui vaut cet objectif, est-ce qu'il est aussi bien que ce qu'on a pu voir dans les tests anglo-saxons, des choses comme ça. Pourquoi je vous ai pas fait le test avant, hein, sachant que je l'ai depuis que j'ai le R6, hein, c'est mon premier objectif que j'ai eu, je l'ai acheté en même temps, enfin j'avais acheté avant le R6 même pour vous dire, et je voulais pas vous faire un test, hein, directement en étant que le R6, je voulais vraiment pas le faire à la va-vite, je voulais avoir vraiment du recul dessus. Je trouve ça vraiment important, et c'est pour ça aussi, vous voyez, hein, que les tests s'étalent pas mal, hein, sur le R6. Autant il y a des choses que je pouvais vous dire de suite, hein, ce qui m'a choqué, autant pour les choses où il faut voilà, avoir un peu plus de recul dessus, moi c'est vraiment le voir en utilisation réelle. Et là ça m'a permis, hein, là ça fait 2 mois que je l'ai à peu près, j'ai pu faire plein de situations différentes, plein de types de photos différentes, et du coup je vais pouvoir vous dire tout ce que je pense de cet objectif. Spoiler alert, j'en suis ultra content, et on va commencer tout de suite, hein, par une vue de dessus où je vais vous faire le tour de cet objectif et vous montrer tout ce qu'il a, tout ce que ce bébé a. Donc voilà la bête vue de près. Donc qu'est-ce qu'on a sur cet objectif? Déjà, donc vous voyez un bon le design, alors c'est avec le petit décrochement qu'on a sur les objectifs RF. Bon, moi je trouve ça assez joli. Après le design, vous savez, ça me passionne pas forcément. Juste une petite comparaison pour ceux qui viendraient peut-être du 4 tiers, hein, du micro 4 tiers comme moi. Donc ici on a le Canon, hein, ici on a le Leica, le 10-25 f1.7, et ici on a le 7-14 f2.8 Zuiko, Olympus Zuiko. Donc ce que vous voyez, hein, c'est que en fait il est franchement très similaire en taille, hein, au 10-25 f1.7. Donc je pense qu'il est très similaire aussi au 16-35 f2.8, hein, de chez Sony, hein. Du coup allez voir, quand j'avais fait le test de lui, j'avais comparé directement au Sony 16-35 GM, et donc je pense que c'est à peu près les mêmes tailles, hein. Et donc ce que vous voyez par contre, hein, ce qu'on peut voir dessus, c'est que là on a vraiment des constructions tout métal, hein, sur le micro 4 tiers, ce qui se ressent, hein, sur le poids. Je vais vous montrer ensuite les points, et juste je vais vous le montrer également déplié. On a des constructions tout métal ici, donc en plus avec les clutches, hein, chez Olympus, et les quins, hein, qui sont bien pratiques pour la mise au point manuelle. C'est vraiment quelque chose très agréable. Une fois qu'on s'y fait, on est vraiment habitué à faire directement la mise au point manuelle comme ça. Et évidemment on l'a pas sur le Canon, hein, je vous l'ai dit, sur le Canon c'est directement le switch comme ce que j'avais sur Sony, donc ça va pas me choquer trop, hein, plus que ça. Et on a ici la stabilisation, on n'a aucune stabilisation sur les deux autres, hein. On a l'OIS, d'accord? Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la stabilisation que j'ai pu faire pour vous rendre compte, hein, de l'efficacité de cet OIS. Alors du coup, en fait, c'est couplé à l'IBIS, parce que voilà, quand on enlève l'OIS, on enlève que l'OIS. Par contre, on n'a pas possibilité d'enlever l'IBIS et de laisser l'OIS. Donc voilà, en tout cas, vous pourrez voir avec OIS, sans OIS, ce que ça donne sur le Canon EOS R6. Au niveau de la bague de mise au point, c'est plus fluide, hein, sur le Canon que par exemple sur ici le Leica, hein, qui a donc ces butées, en fait, je vous avais dit, hein, les butées un peu intermédiaires. Retournez voir mon test, hein, je vais pas tout vous refaire. Et ici, pareil, on a quelque chose qui est, lui, cette fois vraiment en butée réelle, hein, vraiment en butée réelle, avec en plus ses indications, ce qu'on n'a pas du tout, hein, chez Canon, ce qui va peut-être un peu me manquer. Bon, c'est pas gravissime, mais les butées, moi j'aime bien, et en plus avoir les indications, c'est quand même un plus. Donc là on l'a pas, mais voilà, je suis pas plus choqué que ça. Et au niveau confort d'utilisation, elle est vraiment ultra précise. C'est une des meilleures bagues à ce niveau là que j'ai vu. Je trouve vraiment on peut faire la mise au point manuel, mais vraiment ultra précisément, en particulier en plus grâce à l'aide, hein, du guide de mise au point. Je vous dis, allez voir ma vidéo sur la mise au point. Et donc voilà, très bien. Et la bague de zoom, par contre, je pense que je la préfère chez Canon. Elle est assez rigide, elle est assez un peu dure, mais elle est dure comme j'aime. Alors après, celle-là, je l'aime bien, j'arrive à faire des zooms en vidéo avec. Et celle-là j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien les trois, mais elle est quand même plus rigide, celle-là. Elle a un peu plus de frottement, mais avec un frottement quand même qui est fluide et qui m'a pas l'air de poser problème. Donc voilà, c'était juste pour vous comparer ça. Et donc comme je vous disais, hein, là on est sur quelque chose qui fait beaucoup plus plastique, mais qui pour autant inspire confiance, hein. J'ai pas l'impression que je vais plus lui faire du mal à lui qu'aux deux autres. Avec peut-être juste ce petit bémol, vous voyez, on a une espèce, mais c'est vraiment très léger, de peau de pêche. Mais vous voyez, voilà, par exemple là ici, vous voyez que déjà je l'ai un peu marqué, hein. Alors moi, vous savez, hein, je suis
fais pas spécialement attention à mon matos, hein. Par exemple, quand je dis ça, ça veut dire que je vais par exemple le poser par terre. Je vais pas le balancer, hein, évidemment, vu le prix des bestiaux. Mais voilà, ça me dérange pas de le poser par terre si je fais un autre truc. Ça me dérange pas, voilà, de le poser dans les endroits un peu, enfin, je suis pas spécialement méticuleux avec mon matériel, et je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus, qui font beaucoup plus gaffe. Mais c'est pour vous dire, voilà, j'ai l'impression quand même que peut-être qu'il va un peu marquer. Alors c'est vraiment pas du tout grave, hein, c'est pas structurel, mais voilà. Donc ça c'était pour le général. Quand je vous parle du général, il est bien tropicalisé, même si c'est pas très clair ce que dit Canon, mais on a bien le joint, hein, là. Vous le voyez, on a bien le joint, il n'y a pas de souci. Là ici, un gros joint qui fait plaisir. Je vous pousse ça, j'essaie de faire qu'il le voit bien. Voilà, là, vous voyez. Ok, on a bien un joint, un gros joint, et j'ai déjà amené sous la pluie un peu, et il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien, il est bien, il prend bien la pluie. Alors c'était pas une grosse pluie, mais voilà, ça fonctionnait bien. Petite remarque sur le bouchon, c'est un peu naze, hein, qu'ils aient pas fait un truc de couleur. Là, souvent on cherche un peu quand on veut le mettre rapidement. En fait, c'est le petit décrochement là sur le côté avec le petit trait qui du coup vient s'aligner avec le trait, mais voilà, j'aurais préféré que ce soit de couleur. Bon, c'est pas gravissime, mais des fois on galère un peu à trouver comment le fermer, hein, ce bouchon, je vous avoue, quand on est un peu rapide. Et donc l'ordre est logique, hein, moi je préfère avoir la bague de zoom, puis la bague de mise au point, et là on a une troisième bague qui me semble être tout à fait l'ordre logique, c'est-à-dire le plus avancé au niveau de l'objectif, et qu'ici vous l'entendez, hein, une bague crantée, d'accord. Donc c'est une petite bague crantée, pareil, très fluide. En fait, elle est pratiquement aussi fluide qu'elle. Elle est peut-être un tout petit peu plus dure, tout petit peu plus résistante, avec du coup les petits clics, très agréable à utiliser. Alors moi, du coup, je m'en sers comme bague d'ouverture, mais en fait, ça, c'est vraiment une bague qu'on peut programmer. On peut mettre les ISO, on peut mettre l'ouverture, on peut mettre le shutter speed, on peut mettre ce qu'on veut en fait dessus. On a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est pareil, hein, je vous le repréciserai, ou je vous l'ai déjà précisé, hein, dans une vidéo sur l'ergonomie du R6. Et ça marche très très bien. Et moi, en mettant l'ouverture dessus, je suis hyper content. Et donc on a vraiment ici, hein, pour moi ça c'est ce qu'il faut faire, hein, les boutons, la bague de zoom, la bague de mise au point, une bague autre, ouverture ou autre chose. Je vous dis ça parce que quand je vous montrerai, quand je vous ferai le test, hein, du 70-200, vous allez voir que tout est inversé. Et c'est vraiment ultra pénible à l'utilisation. On a la bague de zoom, la bague de mise au point et la bague personnalisable qui est vraiment contre le fût, hein, pratiquement, contre la bague, hein, d'adaptation par rapport au boîtier. Et je trouve que c'est le plus gros défaut de cet objectif, hein, limite du 70-200. Mais voilà, je vais pas plus vous spoiler, mais en tout cas, voilà, dans ce sens-là, je trouve que sur ce 15-35, c'est nickel, parfait comme il faut. On a en plus, je vous l'ai mis, hein, du coup, le cache-soleil, hein, d'accord, avec le cache-soleil ici, avec un petit bouton de release, hein, d'accord, donc on appuie pour pouvoir l'enlever. Là, sinon, je peux pas l'enlever, donc c'est bien, ça marche bien. Je l'enlève, et donc on a ici, hein, les petites indications. On a ici le point rouge à aligner avec ce point rouge-là. On vient le mettre, hein, ça c'est comme à peu près tous les constructeurs, et vous voyez qu'ici, on a l'autre point pour nous dire, ok, c'est connecté. Donc voilà, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et devant ici, vous voyez, on a un objectif qui n'est pas bombé, hein, qui est alors un tout petit peu bombé, mais vraiment presque pas, et sur lequel on va pouvoir venir mettre un filtre circulaire de diamètre 82 mm. Donc c'est des très gros, hein, déjà les 82 mm, mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Enfin, il a le mérite de pouvoir accepter des filtres circulaires, hein, parce que par exemple mon 7-14 mm de chez Olympus ne permet pas, vu qu'il est trop bombé pour ça. Et donc là, vous voyez, moi 7-14 mm, ça fait un 14-28 mm équivalent en plein format. Donc 14 mm, quand ici je suis à 15 mm, donc j'ai entre guillemets qu'un millimètre d'écart, même si c'est énorme, hein, entre 15 et 14 mm, le millimètre fait vraiment beaucoup au niveau angle de vision, mais voilà, je trouve que réussir à faire un objectif complètement plat comme ça, contrairement à mon 14 mm que j'ai eu par exemple chez Sigma F1.8, je crois que c'était, en monture FE chez Sony, monture oui, FE chez Sony, là je trouve que c'est super bien qu'on ait quelque chose avec possibilité de venir mettre des filtres. Donc niveau masse, hein, ici donc je fais avec le pare-soleil, hein, je fais ce qui est complet, d'accord, avec le pare-soleil et le bouchon, donc c'est peut-être un peu biaisé parce que le bouchon est un peu plus gros ici que sur les deux autres, mais on va pas pignoler à ce point-là, hein. Donc on a 886, 887 grammes ici pour le Canon, d'accord. Ici, il faut que je retire parce que j'ai en plus le filtre, hein, j'avais le filtre aimanté Freewell, hein, donc je vais l'enlever pour pas biaiser dans le test, même si comme je vous dis, bon, c'est pas tout à fait pareil, hein, si on enlevait les bouchons, ce serait pas exactement pareil. Donc 735, vous voyez, il est un peu plus léger, mais pas de ouf. Vraiment, ce que je vous avais dit dans le test de lui, il se rapproche beaucoup d'un objectif plein format, hein. On perd un peu de l'intérêt du micro 4 tiers, et voilà, vous voyez, plein format micro 4 tiers, bon, on a gagné 100 grammes, et bon, par contre, construction tout métal, et voilà, il y a des choses différentes quand même dans les caractéristiques optiques. Et là, voilà, ça, c'est vraiment ce qui caractérise le micro 4 tiers, hein. Voilà, 7-14, donc c'est un équivalent 14-28 sur du plein format. Et donc, vous voyez, il est tout petit, hein, et vraiment, si je vous le mets face du coup,
coup au Canon. Vous voyez ce que ça donne niveau compacité. On a vu à peu près le tour, hein, moi vraiment au niveau manipulation, au niveau on va dire ergonomie physique, hein, à l'usage, hein, comment je l'utilise, je suis ultra content. Voilà. Honnêtement, alors peut-être mettre juste un boîtier, un bouton raccourci en plus, hein, que du coup on n'a pas sur les optiques RF, je sais pas pourquoi, mais peut-être le bouton RF, le bouton raccourci personnalisable en plus, c'est peut-être la seule chose que je lui trouve comme défaut au niveau ergonomie générale, parce que sinon, et peut-être voilà le fait qu'on n'ait pas de butée, hein, sur la bague de mise au point, c'est vrai que ça aurait été un plus, mais sinon franchement c'est génial quoi. Vraiment à l'usage, en main, cet objectif est ultra confort, ultra intuitif, ultra bien utilisé. Vraiment je n'ai rien à dire sur cet objectif, super. Et quand même, hein, je vous montre ce qu'il peut donner sur le R6. Là, j'ai retiré ma dual plate de chez Peak Design juste pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, c'est quand il est plié. Là, c'est quand il est hop, déplié, donc au plus ultra grand angle. Vous voyez quand vraiment la marge de manœuvre est très courte, hein. On va pas avoir quelque chose qui va pencher en avant, qui va complètement déséquilibrer les choses. Alors, en prise en main, il n'y a pas de souci. Et moi, avec le R6, vraiment, je trouve pas qu'il soit déséquilibré. Il n'y a aucun problème. C'est lourd, hein, très clairement, hein. C'est du plein format, c'est lourd, mais c'est pas du tout aberrant. Et donc, quand même, hein, par rapport à vous voyez, ce déploiement. Alors, je vous avoue, je l'ai pas testé encore sur mon gimbal, hein, sur mon Feiyu AK2000, mais quand je l'ai en main, je sens qu'il y a vraiment, pour moi, aucune différence entre déplié et pas déplié. Et à mon avis, je pourrais très bien du coup faire mon équilibrage à moitié, quelque chose comme ça, et du coup je pourrais aussi bien l'utiliser à 15 mm qu'à 35 mm sans avoir besoin de refaire un réglage. Et je pense que le boîtier, le stabilisateur pardon, le gimbal n'aura aucun souci à prendre ce léger changement, hein, de déploiement, et que ça va pas impacter, hein, le gimbal. Donc ça c'est très bien. Et voilà ce que ça peut donner, hein. Je vous montre un peu sous toutes les coutures, hein. C'est voilà, vraiment il n'y a aucun souci, la prise en main est super, il n'y a pas de déséquilibrage, j'en suis ravi. Donc sur un R5, un R6, ça, vous voyez vraiment aucun problème. Peut-être sur un R qui est un peu plus petit, les R et RP, hein, je crois qu'ils sont un peu plus fins quand même, avec un peu moins de poignées prononcées. Peut-être que là ça peut poser problème, mais franchement voilà, cet objectif, c'est une petite merveille à avoir en main, et moi j'en suis ultra content. Je vous dis, niveau ergonomie physique, il n'y a pas de souci. Et maintenant on va voir ce qui se passe au niveau qualité optique. Vous savez, hein, moi c'est pas trop, moi je suis pas trop dans l'aspect voilà, faire du dans le labo, hein. Typiquement les numériques, ils sortent pratiquement pas avec leur matos, très clairement, et du coup voilà, moi je suis plutôt sur le terrain, vous savez, c'est justement, je veux voir au long terme ce que ça donne à mon utilisation, qu'est-ce que j'en ressens. C'est pour ça que je vous le sors que maintenant, hein, le test, mais quand même je me dis que c'est vrai que pour vous, que vous puissiez comparer sur le long terme un objectif à l'autre que je teste, ce serait bien quand même que j'ai quelque chose de référence, un peu comme j'ai pour la montée en ISO dans mon garage. Du coup voilà, je me suis créé une mire complètement nulle à chier, on est bien d'accord, mais qui me permettra de vous montrer voilà, avec le même éclairage, en fermant les volets, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux obtenir niveau piqué à mes différentes ouvertures, à mes différentes distances focales. Donc tout ça, hein, je vous le mets évidemment en galerie, hein. La galerie est disponible en description ci-dessous, et vous savez comme d'habitude, hein, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de la photo pour avoir l'ensemble des données EXIF. Et du coup voilà, donc je vais tout vous mettre dans la galerie. Moi je vais pas vous détailler, hein, sur vraiment la galerie en soi, parce que à mon avis ça n'a pas trop d'intérêt, et c'est juste voilà, pour que vous puissiez comparer pour mes tests à moi. Mais je pense des sites comme les numériques sont beaucoup plus puissants pour ça. Vous pouvez comparer directement d'un objectif à l'autre. Mais du coup, si moi je vous dis vraiment mon ressenti terrain, ce qui est pour moi le plus important, et ben c'est excellent. Voilà, toutes les plages focales, il n'y a pas de souci, ça pique super bien. Peu importe l'ouverture, peu importe la plage focale, ça c'est bon, c'est très bon, j'en suis ravi. Je suis sur quelque chose qui pour moi est très comparable à ce que j'avais avec le 1635 GM de chez Sony. J'ai pas l'impression que ce soit tellement meilleur, j'ai clairement pas l'impression que ce soit pire. Pour moi c'est globalement pareil, voire un peu mieux. Voilà, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus homogène, et que en tout cas le rendu est excellent. Voilà, au niveau piqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment excellent, excellent. Allez voir toutes mes photos que j'ai pu faire. Vous savez, il y a toutes les photos que j'ai pu vous montrer dans les précédents tests. Je vous ai refait un petit best-of, hein, là-dedans sur les tests terrain pour de vrai. Allez voir tout ça. Donc le piqué pour moi excellent. Le bokeh me paraît excellent. Voilà, regardez les photos, faites-vous votre idée, mais franchement ça m'a l'air excellent. Alors moi je vais pas vous faire les détails, hein, sur vous savez, les petites boules, hein, que c'est en œil de chat, en pas œil de chat. Je suis pas ultra sensible à ça. Ce que je vois, c'est que je trouve que voilà, c'est très propre, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui me choque. Ce que j'ai pu voir, hein, grosso modo, c'est que j'ai l'impression, hein, quand même, qu'on n'a pas du tout le phénomène d'onion rings ni de déformation en œil de chat. C'est quelque chose qui reste bien sphérique, et du coup voilà, du coup pour moi c'est très bon. Et je vous avoue que je suis pas ultra sensible à ça. L'onion ring ça m'embête, l'œil de chat je m'en fous un peu, donc voilà, donc ça m'a l'air d'être bon. Allez voir d'autres tests qui seront beaucoup plus pertinents pour ça. Je pense que les numériques en ont parlé, je pense Gordon Lang évidemment le fait comme d'habitude. Allez voir ça, mais j'ai l'impression que c'est très correct. Alors je vous parle de bokeh, ce qui a pas forcément énormément de sens, hein, sur du 15-35, hein, sur des ultra grands angles comme ça,
mais mine de rien, vous voyez, on arrive quand même à en avoir, hein, on arrive à en avoir, bah, évidemment, d'autant plus à 35 mm, mais même à 15 mm, on arrive à en avoir, bah, en particulier en rapprochant évidemment au maximum son sujet et en éloignant le sujet au maximum de son arrière-plan, on arrive à avoir du bokeh, on arrive à créer du feu d'arrière-plan, et on peut en particulièrement le faire hein, grâce au fait qu'on ait en fait une distance de mise au point minimale de 28 cm. Ça c'est quelque chose qui paraît qui n'est pas forcément souvent communiqué dans les tests, et pourtant moi je trouve ça très important, parce que vraiment ça peut nous sauver des photos, en particulier des photos d'enfants, des choses comme ça. Donc là voilà, vous avez 28 cm, hein, c'est franchement très correct, et bon, on va pas pouvoir faire de la macro avec, hein, très clairement, on va jamais parler de macro, mais on va quand même pouvoir bien s'approcher du sujet, et à 35 mm, mine de rien, ça peut éviter d'avoir à passer à changer d'objectif, hein, si juste on veut prendre en photo un truc un peu plus, en se rapprochant de lui pour l'avoir un peu plus gros, un insecte, une bestiole, un truc, ou juste quelque chose, et ben on peut, donc ça c'est très cool, voilà, 28 cm de distance minimale de mise au point, moi ça me convient très bien, c'est nickel, on n'est pas, et voilà, et on peut créer un peu de bokeh, même à 15 mm, en se rapprochant au max de notre sujet, hein, je vous l'illustre avec une photo un peu naze, mais pour vous le montrer, donc voilà. À côté de ça, ce que les numériques n'ont pas du tout parlé, hein, de mémoire quand j'ai vu leur test, c'est tout ce qui est aspect flair, et qui pourtant pour moi est beaucoup plus important en pratique. Alors je pense que c'est parce qu'ils ne l'utilisent pas des masses à l'extérieur, et encore moins avec du soleil, hein, à Paris, mais du coup ça me fait toujours un peu marrer ça qui parle pas de reflets sur un ultra grand angle, ça me paraît complètement fou, parce que moi c'est un des trucs qui me gêne le plus sur le terrain, hein, c'est très clairement en pratique, c'est clairement les reflets. Et du coup, ces reflets, évidemment il y en a, on est sur de l'ultra grand angle, je trouve qu'il y en a moins, ils sont mieux contrôlés que sur mon 7-14 mm f2.8 en micro 4 tiers, qui est bombé, hein, vous savez, je vous le montre. Ici sur mon 7-14, hein, pour être à 7, donc équivalent 14 mm, je dois être très sorti, hein, je vous mets le test de cet objectif en fiche là-haut, si ça intéresse quelqu'un. Et j'adore cet objectif, mais c'est vrai que bon voilà, il a des flares, mais j'ai jamais pourri pour ça, parce que pour moi c'est normal qu'on ait des flares sur un ultra grand angle, avec toutes les lentilles qu'on a, avec l'ultra grand angle qu'on a, on peut pas mettre un pare-soleil qui protège bien justement de l'arrivée des rayons du soleil, ou d'une source lumineuse, et on en a clairement. Après vous voyez ici on a l'avantage, c'est que quand même la lentille n'est pas bombée, hein, on peut en plus mettre un fil dessus, ce que je vous ai dit avant, et du coup voilà, il y en a, ça reste très contenu franchement, hein, je trouve pas, voilà, on n'est pas, ça gâche pas de photos, c'est des fois voilà, on change un peu l'angle, on essaye un peu de feinter, on en a, mais pour moi c'est pas du tout rédhibitoire, on est sur un ultra grand angle, 15 mm, hein, voilà, 15 c'est quand même, c'est pas rien, donc voilà, moi je suis très content de ça, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être le petit défaut optique, hein, s'il y en avait un à donner, ça serait ça selon moi. Et je profite, hein, de vous avoir montré des photos un peu, vous avez vu, à contre-jour face au soleil, pour vous parler de l'aspect étoile. Vous savez, du coup, vraiment l'aspect étoile que peut faire l'objectif à cause de ces différentes lamelles. Et là, le soleil, quoi, hein, l'aspect soleil est en forme d'étoile. Et du coup, là, je trouve que c'est très sympa aussi. Alors, c'est moins propre que ce que je pouvais, par exemple, avoir, je trouve, sur le, par exemple, 14 mm f1.8 ou f2, je crois, chez Sigma, qui était pour ma monture FE, mais qui était en fait un objectif adapté, qui était beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, à mon avis, et beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais qui était quand même un bon objectif, et je trouvais, j'avais vraiment été très agréablement surpris par ces étoiles-là, et là, je trouve que les étoiles sont bonnes, mais moins que ça, et on a quand même plus un moment, un trait qui va baver, entre guillemets, on va avoir quelque chose de moins net. À côté de ça, du coup, vu que je suis sur l'ultra grand angle, je vais continuer par ça. Niveau déformation, écoutez, moi c'est pareil, c'est pas quelque chose où je suis ultra sensible en photo. En vidéo, je suis beaucoup plus sensible, le fait que quand on bouge, on voit les côtés s'étirer en fisheye, hein, comme sur une GoPro par exemple, ça c'est à gerber pour moi. En photo, je suis un peu moins gêné, à part quand c'est vraiment des lignes verticales, hein, on commence à voir qu'on a des formations sur le côté. Là, honnêtement, c'est pas le cas. Là, toutes les photos que je vous montre, c'était en plus sans la correction faite, hein. Tout ce que je vous montre dans la galerie, c'est les JPEG bruts, hein, comme ça, vous voyez les JPEG bruts. Et je vous montre quand même un exemple, hein, du coup, en faisant un peu un test labo sur du coup mon volet là, je vous montre ce que ça donne sans cette correction, puis avec cette correction. Et vous voyez que, pour moi, même sans la correction, ça reste très contenu. Et avec la correction, pour moi, il y en a plus. Voilà, c'est complètement négligeable. Et je vous dis, en pratique sur le terrain, même en ville, hein, alors j'ai pas fait énormément de villes avec, donc j'ai pas fait les gratte-ciel de New York, des choses comme ça, mais j'ai pas été gêné par les déformations. C'est pas quelque chose, je me suis dit ah ça va pas, d'accord, vraiment pas. J'ai pas eu ce souci là. Chacun après à sa sensibilité, à vous de voir, mais pour moi c'est pas plus gênant que ça. À côté de ça, un truc qui peut être vraiment gênant pour moi, c'est tout ce qui est aberration chromatique, hein, c'est quelque chose que je vois par contre, hein, très clairement en photo. Et pour moi, là je vous remonte des exemples, il y en a pas, ou alors elles sont tellement contenues que pour moi il y en a pas. Donc voilà, c'est excellent à ce niveau-là,
rien à dire, bravo Canon, génial à ce niveau-là. C'est vraiment un truc qui moi me gêne hein, quand on commence à voir, vous savez, hein, c'est très blanchâtre, ces espèces d'aura autour de feuilles hein, quand on est par exemple face au soleil ou qu'on est face à un ciel très lumineux. Là c'est pas le cas du tout, c'est super contenu, nickel Canon. Du coup sur tout ce qui est vignettage, c'est pareil, moi c'est pas un truc que je suis ultra sensible à ça, je vous avoue. Je vous fais un test hein, du coup, je vous montre hein, pareil, je fais effort de faire un test du coup en intérieur sur un mur blanc pour vous montrer, sur même un panneau blanc. Et regardez ce que vous en pensez à ces différentes ouvertures. Est-ce que pour vous c'est marqué ou pas? Moi je trouve que il y en a un peu, mais franchement c'est pas, voilà, ça me choque pas, c'est pas du tout rédhibitoire pour moi non plus. Chacun sa sensibilité, hein, vraiment je cherche pas à dire que ceux qui sont gênés par ça ce sont des cons, hein, pas du tout, mais moi je trouve que voilà, pour ma sensibilité il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était vraiment pour l'aspect on va dire optique pur, hein, les aspects optiques pur. Et maintenant si on parle de l'autre chose très importante hein, chez un objectif, donc l'autofocus marche super bien, voilà, l'autofocus marche dinguement bien, il n'y a pas de pompage, que ce soit en photo, en vidéo, on fait le point de collimateur là, il va marcher, on fait le point de collimateur là, il va marcher. On a un peu plus des fois de hunting en vidéo, mais ça c'est plutôt, c'est pas vraiment l'objectif, hein, c'est plutôt la façon dont est faite Canon. Ça je vais vous sortir une vidéo sur l'autofocus en vidéo qui est moins bon qu'en photo. L'autofocus photo est absolument exceptionnel, l'autofocus en vidéo est un peu plus mis par moment. Donc voilà, ça je vous ferai une vidéo dédiée à ça, mais vraiment je suis ultra content de l'autofocus, il marche super bien, avec la détection des yeux, la détection des animaux, des yeux sur les animaux, la détection des visages, des animaux, tout marche super bien, c'est rapide, précis, efficace, on peut régler cette vitesse, ça je voulais montrer justement sur l'aspect, enfin je voulais mentionner sur la vidéo sur l'aspect autofocus, enfin voilà, vraiment aucun problème d'autofocus avec cet objectif là. Et par contre le petit bémol c'est qu'effectivement en vidéo elle peut faire du bruit, des fois on l'entend un peu, c'est pas vraiment gratter, c'est un peu couiner, enfin c'est pas couiner, je vais vous le faire écouter juste après, mais en gros il fait c'est pas gravissime, c'est pas hyper fort, mais il fait un peu de bruit et du coup je vous le fais écouter juste après là, enfin je vous fais écouter tout de suite, je me tais et je vous montre la vidéo. Mise au point, aucun souci, et du coup je vous l'avais dit avant, la bague, hein, la bague au niveau MF marche super bien, c'est super fluide, super précis. Alors il y a le fait qu'on n'ait pas de butée, bon c'est vrai que j'aurais préféré avoir une butée, mais ça me dérange pas plus que ça honnêtement en pratique. Je la trouve excellente cette bague de mise au point manuelle, hein, quand je dois m'en servir, vous savez moi j'en sers peu, hein, je suis vraiment beaucoup en autofocus, mais quand je m'en sers j'ai pas de souci, je suis pas en train de me dire oh là là, d'un coup elle va trop vite, d'un coup elle va trop doucement, c'est tout le temps le même rythme, la même vitesse, je vous l'avais dit dans mes vidéos sur l'autofocus, sur la mise au point, on peut changer, on peut choisir si on règle en fonction du degré, en fonction de la vitesse de rotation. Voilà, ça marche très bien, c'est nickel. On peut sur le R6, on peut choisir de l'inverser si on veut. Enfin voilà. On peut faire plein de choses, je suis très content, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment l'autofocus et la bague de mise au point manuelle, rien à dire, nickel, nickel, nickel. Et donc je vous disais, hein, voilà, la dernière chose, hein, c'est vraiment cet objectif pour moi, c'est le fait qu'il se démarque par rapport à tous les autres objectifs de ce type-là. La première chose quand même, c'est la distance focale, hein, on commence à 15,16, 1 mm c'est énorme à ces niveaux, à ces angles-là, et donc ça déjà c'est assez impressionnant en gardant un f2.8 constant, et pour un objectif qui a un corps assez compact quand même. Et à côté de ça, évidemment, le gros truc, hein, pour moi, c'est vraiment le truc qui, quand je l'ai vu, j'ai fait sérieux, c'est la stabilisation. On a un objectif stabilisé et la stabilisation marche vraiment. Elle marche vraiment en photo. On peut descendre sur des temps de pause plus importants. Alors, pas aussi importants que ce que j'ai sur le micro 4K, hein, très clairement, mais on peut descendre sur des temps de pause plus conséquents que si on n'a pas cette stabilisation. Et en vidéo, elle est vraiment là. Je vous avais montré dans ma vidéo sur la stabilisation, justement. Je le voyais pas forcément trop bien quand j'étais à 18-20 mm équivalent en me vloguant sur petit écran, mais après sur l'ordinateur, très clairement il y a une différence, il y a une vraie différence, l'OIS fonctionne bien et ça marche très bien, et voilà, ça marche, c'est pas aussi bon que ce qu'on peut avoir sur du micro 4 tiers par exemple, hein, mais c'est excellent, et je vous dis ça, mais sur le micro 4 tiers, typiquement mon 714 n'est pas stabilisé, il n'a pas l'OIS, vous voyez, alors ça c'est heureusement l'Ibis qu'on pense ça, mais avoir un objectif stabilisé comme ça, honnêtement je l'aurais pas, je pense, toute
toutes les fois où je me vloguais par exemple, ça aurait été beaucoup plus embêtant au niveau stabilisation et vous l'auriez beaucoup plus ressenti. Et là je trouve que même si c'est pas aussi bon qu'Olympus globalement, et bien grâce à cette OUS, j'arrive à avoir quelque chose qui est tout à fait correct et moi me convient, me satisfait pour par exemple me vloguer en marchant complètement à l'arrache, comme vous savez j'aime bien faire parce que j'ai pas le temps et je fais ça comme je peux. Et du coup voilà, je suis très content de cette stabilisation, elle marche excessivement bien. Bon, il est temps de conclure sur cet objectif, vous avez compris, j'en suis ultra content, vraiment, je trouve que c'est une petite merveille chère, mais que si on compare par exemple au 16-35 GM de chez Sony, eh bien, je trouve qu'il vaut plus son prix. Alors oui, il va être un peu plus encombrant, mais à côté de ça, on a 1 mm de plus à ultra grand angle, on a la stabilisation qui est du jamais vu, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais sur du plein format et même sur de l'ultra grand angle comme ça, c'est du jamais vu. Donc bravo, vraiment, bravo Canon à ce niveau-là, je suis très agréablement surpris, très impressionné par ce que Canon arrive à faire niveau objectif. Je vous en parle en conclusion à toute fin là, mais voilà, cet objectif là j'en suis hyper content. Voilà, ses qualités, c'est piqué, c'est ultra grand angle, c'est pas du tout d'aberration chromatique, c'est sa construction générale qui est très bonne et qui est très agréable en main, c'est son autofocus complètement excellent, c'est sa stabilisation, je sais pas si je vous l'ai dit, mais si je vous l'ai dit, je vous la redis parce que c'est vraiment ouf, sa distance, sa plage focale qui est dingue, et voilà, si elle a peut-être des petits défauts, alors oui, il va y avoir un peu de déformation, oui, il y a un peu de vignettage, mais honnêtement, ça me gêne pas, oui, il y a du flair un peu, voilà, c'est le truc qui peut-être me gêne le plus, mais qui est pas aberrant du tout, c'est pas absolument rédhibitoire, loin de là, mais voilà, s'il y a pour moi un défaut pour mon utilisation, c'est peut-être les flairs. À côté de ça, j'en suis vraiment ultra content, c'est un excellent objectif et vraiment moi je ne saurais que trop vous conseiller si vous êtes à la recherche d'un ultra grand angle lumineux et en plus stabilisé, foncez quoi, il n'y a pas photo vraiment. Et je vous dis, comparé à un 16-35 GM, il sera peut-être un peu plus sensible au flair, il est peut-être un peu plus encombrant, mais à côté de ça il est aussi bon voire meilleur, et donc voilà, pour moi il n'y a pas photo, bravo Canon à ce niveau là. Et du coup voilà, vraiment c'est ma conclusion de sur l'objectif, et ma conclusion générale c'est que je vous l'ai dit dans ma vidéo sur pourquoi j'ai choisi Canon, je trouve que niveau objectif c'est absolument dingue ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. On vient de voir ce 15-35, je vous sortirai, je sais pas trop quand, mais je pense dans pas trop longtemps, le test du 70-200. Le 70-200, je vous le spoil un peu, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais voilà, ça c'est un 70-200 f2.8, c'est pas du f4, ça c'est du f2.8. Regardez l'encombrement une fois plié. Voilà, moi j'ai jamais vu ça, moi je m'étais jamais, je vous l'ai dit, intéressé au 70-200 f2.8 sur du plein format parce que c'était beaucoup trop gros pour moi, je ne me voyais pas prendre ça. Là, je le prends tout le temps, et voilà, c'est un peu lourd, mais je peux le rentrer dans mon sac verticalement, enfin voilà. Je vous dirai tout ça dans la vidéo détaillée là-dessus, mais c'est très impressionnant ce qu'ils arrivent à faire au niveau optique. Et du coup, je finis avec un peu une idée plus générale. Alors, ça reste encore que des rumeurs, mais Canon, enfin, les rumeurs annoncent que Canon est en train de plancher sur une roadmap d'objectifs assez folle. Alors, je vais pas vous parler de Prime, parce que vous savez, les Prime, moi, j'en ai rien à carrer, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais vous parler des zooms, je suis que en zoom maintenant. Et à part mon objectif macro sur le micro 4 tiers, du coup en zoom ils ont annoncé deux objectifs qui me paraissent complètement fous. Alors celui qui me paraît moyennement fou mais qui l'est quand même, c'est le 14-35 f4, donc c'est en fait le petit frère de celui que je viens de vous parler, sauf qu'au lieu d'ouvrir à f2.8 il ouvre à f4, et par contre vous avez vu, ils ont réussi à grappiller encore 1 mm en ultra grand angle. Normalement on a du 16-35 f4, et bien là ils ont proposé du 15-35 f2.8, et là ils proposent au lieu du 16-35 f4 du 14-35 f4. Alors à voir si ça se concrétise, à mon avis oui, à mon avis c'est pas des feintes, et je pense que ça sera un objectif qui sera très bien aussi. Je vais pas me l'acheter parce que moi pour de l'ultra grand angle comme ça, ce que je veux vraiment c'est qu'il ouvre, je veux pouvoir l'utiliser en intérieur dans une église, dans une cathédrale, je vais pouvoir l'utiliser en astrophoto, etc. Donc il va pas m'intéresser. Par contre le deuxième objectif qui pourrait beaucoup m'intéresser, même s'il ferait un peu doublon, c'est l'autre qu'ils vont proposer. C'est du coup c'est en fait l'équivalent de ce qui est proposé par exemple chez Sony en 12-24 f4, ou ce qui est généralement la taille, la distance, la plage focale qui est proposée. Là on serait pas sur du 12-24, on serait sur du 10-24 f4. Donc pareil, complètement dingue, 10 mm en plein format sur un zoom, je pense, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est le plus ultra grand angle jamais vu sur un zoom comme ça. À mon avis, on doit pouvoir descendre à 8 mm sur du fisheye en prime, peut-être même sur du pas fisheye, mais là on parle d'un zoom qui va jusqu'à
jusqu'à 24 mm et qui voilà, au plus grand angle serait à 10 mm. 10 mm, c'est n'importe quoi. Alors, à voir niveau distorsion, à voir voilà, ce que ça va valoir niveau flair, etc. Mais c'est un objectif qui clairement va m'intéresser. On va voir à combien il va être proposé. J'ai peur qu'il soit proposé très cher, qu'il soit proposé à peu près au même prix que celui-là, peut-être un peu moins, peut-être dans les 2000-2200 euros. Voilà, je suis très agréablement surpris parce que, enfin, très impressionné, hein, je vous le redis, parce que permet ce qu'arrive à faire Canon au niveau optique. Voilà, là vraiment pour moi c'est là où je trouve que là ils montrent qu'ils sont leaders sur le marché. Je trouve qu'autant au niveau ergonomie hein, du R6, allez voir mes vidéos sur R6, hein, y a plein de trucs qui vont pas, c'est une catastrophe et il y a vraiment des choses qui sont aberrantes hein, pour le leader du marché. Mais à côté de ça sur les optiques, hein, vraiment je suis très impressionné. Bravo Canon, on attend de voir ces sorties là, évidemment je vous en parlerai en news, je vous ferai peut-être une vidéo dessus pour vous en dire ce que j'en pense si j'ai vu les tests. Peut-être que j'essaierai de le tester ou de l'acheter, je sais pas, voilà. En tout cas, très impressionné et si je reviens à ce 1535 f2.8, c'est une petite merveille, allez-y, franchement, voilà, il est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres remarques, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude, je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour les prochaines vidéos, je vous le rappelle, il va y avoir la vidéo de test du 70-200, il y a encore des vidéos à venir sur le Canon EOS R6 et il y a plein de vidéos à venir sur en général la photo, comparaison micro 4 tiers plein format, encore des vidéos à faire sur le M1 Mark III qui est tout de suite en train de me filmer pour vous dire, et plein d'autres choses sur la photo, la vidéo, mais également les sorties, les voyages, tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne, et moi je vous dis merci encore d'avoir regardé, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!